écoute l'astrologue aussi à ce moment-là. C'est qu'on est une seule personne. Il est donc plus simple pour l'astrologue de connaître le thème quand la personne est là pour lui parler. Alors je ne veux pas forcément dire physiquement présente, parce que il y a des personnes ici, on a eu des expériences déjà de le faire avec Skype ou au téléphone. Il n'y a pas de différence. Si je suis la même chose que le Soleil qui est à quelques millions de kilomètres d'ici, je ne sais pas, mais ça doit être assez en termes de millions, je pense, il n'y a pas de difficulté à ce que je puisse être un avec une personne qui se trouve à 500 km de moi. Vraiment, ça ne doit vraiment pas poser de problème. Et effectivement, telle est mon expérience en tout cas, zéro différence. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'astrologue peut connaître l'individu plus encore que ce qu'il est capable de lire intellectuellement dans la disposition des planètes telles que j'en ai parlé tout à l'heure. La consultation est donc essentielle. Je dis ça par exemple parce que certaines personnes m'ont dit « mais est-ce que ça ne suffirait pas si vous enregistriez votre truc là sur un truc et vous m'envoyez l'enregistrement ?» Je dis « non, non, c'est pas possible parce que ça va être une interprétation intellectuelle. Donc, il va y avoir des éléments, c'est certain, qui seront très lisibles, très intéressants, etc. Mais la dynamique du connaisseur, du connu, du processus de connaissance qui redeviennent un seul en réalité, bah, elle est un peu passée à côté à ce moment-là. Il faut avoir la consultation à ce moment-là. Il faut avoir le discours, la parole qu'on entend de manière dynamique, de manière présente, où on est vivants tous les deux ensemble à ce moment-là. Et on devient une seule personne. Ça, c'est ce que j'appelle l'intuition. C'est grâce à cette connexion que l'astrologue dit beaucoup plus que ce qu'il avait même lu au préalable dans le thème. Il dit beaucoup plus, il va beaucoup plus loin. Et alors là, j'ai un truc qui est plus un mystère d'une certaine façon, c'est que vous allez certainement remarquer, si jamais vous allez voir plusieurs fois un astrologue, c'est-à-dire que vous le voyez pour qu'il vous interprète votre thème, et puis vous le voyez quelques mois plus tard parce que vous avez une question qui n'a pas été entièrement traitée par la première consultation, parce que c'est une vie humaine. Hein. Donc, moi je pense que pour parler d'une vie humaine, il faut une vie humaine. Donc en 1 heure de consultation, on ne va pas aller très loin. Hein. Donc on va parler de certaines choses qui seront essentielles, importantes, donc ça sera très bon, c'est sûr, mais on peut vraiment y revenir. Hein. On peut y revenir inlassablement. Pour vous donner un exemple, j'ai commencé à apprendre l'astrologie il y a 35 ans. L'astrologie védique il y a 32 à peu près, ça a pris assez peu de temps pour que j'en arrive à cette partie-là. La lecture de mon propre thème fait partie de ma pratique spirituelle au quotidien. C'est-à-dire que je reprends pratiquement tous les jours mon thème. Je n'ai pas besoin de le lire depuis le temps. Hein. Il est là-dedans à la seconde d'arc près. Hein. Mais c'est pour vous dire que je reviens dessus, je vois les rapports, je reprends les éléments du vécu pour comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose qui se découvre sans cesse. Et donc vous allez pouvoir découvrir, si vous allez voir plusieurs fois le même astrologue, que même lui découvre des choses sur votre thème. Des années plus tard, même si vous le voyez tous les ans, par exemple, des années plus tard, il va dire « Ah mais ça veut dire telle chose par rapport à toi, et tu vas vivre ça, et tu vas comprendre ça, et tu es fait comme ça, etc. » Ça se découvre toujours un petit peu plus. Il n'y a pas de fin, de toute façon, à l'être qu'on est. Et je pense même qu'il n'y a tellement pas de fin que ceux qui parlent de la possibilité de l'intelligence artificielle qui dépasse les possibilités humaines n'ont pas idée, là. Parce qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin possible à la conscience humaine. Pas de fin possible à ce qu'elle peut, à ce qu'on peut en découvrir, à ce que les mots peuvent en dire. C'est interminable. Et donc, c'est cette intuition qui permet cette redécouverte à chaque fois. Parce que finalement, c'est assez simple. L'astrologie, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Hein. 9 planètes, 12 signes. C'est tout. Pas vrai en fait, il y a beaucoup plus d'autres choses, mais en gros c'est ça. On pourrait me donner
un thème comme je vais vous le dessiner tout à l'heure pour vous montrer comment on fait le diagramme en astrologie védique. Il y a 9 planètes et 12 signes. Donc il n'y a pas tellement de choses à regarder. Donc ça pourrait être très simple, la fameuse phrase ou le fameux discours qui commence par le signe ascendant et qu'on va lire après en fonction de ce signe ascendant. Ça pourrait aller assez vite, une petite heure et c'est bon. En fait, c'est pas vrai du tout. Parce que c'est juste une porte d'entrée, c'est juste quelque chose comme une fenêtre sur quelque chose qui est immense, qui est énorme, qui est la conscience, qui a créé tout cet univers, avec toutes ses complexités, avec tout le temps, avec tout son développement, avec tout ce qu'on peut imaginer que ça veut dire. Il y a des personnes qui sont surprises, par exemple, quand je leur dis, en regardant leur thème, quelque chose sur leur père, ou sur leur frère. Il dit, mais c'est mon thème, tu peux voir l'autre aussi dedans. Mais en réalité, si j'étais vraiment bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais si vraiment la conscience de l'astrologue le permettait, quand je regarde un thème, je regarde tout l'univers, on est bien d'accord, puisque quand je regarde tout l'univers, je vois l'individu. Donc quand je regarde un thème, c'est tout l'univers que je vois. Autrement dit, je peux regarder le thème d'une personne pour regarder son père, un peu plus loin peut-être même son grand-père, et ainsi de suite, son ami, l'ami du grand-père. Et peut-être encore plus loin, et il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin parce que tout est inscrit d'une certaine façon. Alors, l'intellect, il est perdu là. Il est bien évident que c'est plus du tout l'intellect qui peut gérer ce genre de choses-là. C'est véritablement l'intuition qui le fait. L'intuition, c'est le processus mental, appelons-le peut-être, qui est généré par l'effondrement de la division, par le fait que le connu, le connaisseur et le processus entre eux ne sont plus qu'un seul. Ça, c'est de l'intuition. La connaissance est directe. Elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas analysée, elle n'est même pas lue, elle est connue directement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'astrologie. C'est vraiment l'intuition. C'est vraiment quelque chose qui appartient typiquement au phénomène de la consultation astrologique. Maintenant, je vais venir... On a beaucoup parlé d'astrologie, l'astrologie védique aussi. J'ai dit ce que védique voulait dire, hein, védique, Veda, etc. Je vais quand même vous parler du Veda pour que vous un petit peu plus, pour que vous compreniez comment l'astrologie s'inscrit dedans. Alors déjà, je vais vous donner son nom védique à l'astrologie. L'astrologie védique s'appelle en sanskrit Jyotish. Ça, c'est le mot sanskrit pour astrologie. Jyotish est souvent interprété, le mot sanskrit est interprété comme voulant dire, comme nommant les astres, c'est-à-dire corps céleste lumineux, quelque chose comme ça. Parce que dans le mot Jyotish, il y en a en fait deux de mots. Il y a Jyoti qui veut dire lumière en sanskrit, et il y a Esh, dont on a enlevé le E pour des raisons grammaticales, qui veut dire supérieur. En fait, c'est un superlatif, Esh. C'est pour dire la plus haute lumière. Donc la plus haute lumière, c'est de l'astrologie, ça veut dire celle du soleil, des étoiles, etc. Ça, c'est une interprétation de base. C'est l'interprétation du linguiste qui ne voit pas beaucoup plus loin que le sens des mots tels qu'ils sont. Donc, mais c'est juste aussi. Autrement dit, Jyotish veut dire astrologie. Voilà, c'est assez simple. La connaissance par les astres. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de comprendre qu'en sanskrit, quand on dit un mot, on dit 25 choses. Avec ce mot-là, on ne dit pas une chose. C'est un petit peu le cas dans les autres langues. On est toujours un petit peu... c'est quoi? C'est multisémantique, je ne sais pas trop comment on dit. Quelque chose de certain. Polysémique. Merci. Et donc, cette idée est particulièrement vraie du sanskrit. Il n'y a pas de mot sanskrit qui ne veut dire qu'une chose. C'est d'autant plus fort dans le sanskrit que c'est vraiment intentionnel. La polysémie, chez nous, c'est pas si intentionnel que ça. C'est un jeu qu'on peut faire d'ailleurs pour essayer de voir si les choses qu'on dit ne veulent pas dire autre chose.
Mais en sanskrit, c'est sûr. Elles veulent toujours dire autre chose que ce qu'elles disent. Elles disent ce qu'elles disent, elles disent autre chose, et elles disent encore autre chose. Et elles disent encore autre chose. Et comme ça, 25 fois, au moins. C'est-à-dire que c'est très, très riche, la langue sanscrite. Et il y a des sages, appelons-les comme ça, védiques, qui disent qu'il ne faut surtout pas traduire le sanskrit. Il vaut mieux apprendre le sanskrit pour comprendre les choses. Parce que si on traduit du sanskrit, ben on perd 25 possibilités, on n'en garde qu'une, ou 24 possibilités, on n'en garde qu'une. C'est appauvri à l'extrême. Comme si ça voulait d'ailleurs plus rien dire.